Ok. Cher président, chers membres du jury, chères familles, collègues et amis, je vous remercie de votre présence ici ou en visioconférence pour écouter ma soutenance de thèse intitulée Penser la Terre, l'attraction animale, une pratique agricole paysanne, durable et moderne. Cette thèse de doctorat en études rurales a été réalisée au sein du LIST Dynamique Rurale et de l'Institut Agro-Rennes. C'est une thèse en convention CIFRE qui a donc été réalisée en partenariat avec une association, l'Institut national des équidés de travail, représentée ici par Thierry Rabier. Cette thèse a été encadrée par Philippe Boud et Mohamed Gafsi en tant que directeur de thèse. Ce travail a été cofinancé par l'ANRT, le conseil scientifique de la filière équine, ainsi que le fonds EPRON, et je les remercie pour leur soutien. Donc, pour vous présenter la réappropriation de la traction animale agricole en France au XXIe siècle, je vais suivre un plan de présentation assez classique, puisqu'après la présentation du contexte et des enjeux autour de cette réappropriation, qui déboucheront sur une problématisation, je présenterai la méthode et les cadres théoriques mobilisés dans ma thèse, avant de présenter quelques résultats choisis issus de ce travail, puis de les discuter et de conclure. Alors, un rapide retour historique. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, la volonté politique en France est de moderniser l'agriculture française, notamment à travers une politique de motorisation, donc l'arrivée du tracteur en remplacement des animaux de travail. La traction animale diminue drastiquement et on peut le voir sur ce graphe issu des travaux de Gèze et de ses collègues, qui reprend les travaux de Jean-Pierre Dicard, la diminution brusque du nombre de chevaux de trait. Ces animaux sont reconvertis principalement vers la boucherie, mais déclinent principalement. Ces événements conduisent à la fin des sociétés paysannes, pour reprendre les termes du sociologue Henri Mindras, et au final à une transformation massive des campagnes françaises et à une quasi-disparition de l'attraction animale. Quasi, en effet, car l'attraction animale n'a pas totalement disparu dans cette période. Dès les années 60, on assiste aux premières installations choisies. Je vais peut-être enlever juste la tête de Michel. On assiste aux premières installations choisies en traction animale, avec une forme de renversement du paradigme de la modernisation agro-industrielle. Ces agriculteurs promeuvent une autre forme de modernisation. De ces premières installations choisies, quelques années, décennies plus tard, conduisent à la constitution d'associations, des pionnières existantes encore aujourd'hui, par exemple Hypothèse ou Promata. Ces associations ont une vision qui est plutôt portée sur les techniques, un discours altermondialiste et paysan. Comme je l'ai dit, elle renverse le paradigme de la modernisation en se réclamant elle-même moderne et en critiquant donc une autre forme de modernité. On peut donc se poser une première question et une première intrigue, c'est de quelle modernité parle-t-on lorsqu'on parle de traction animale? On va garder cette question en tête puisqu'on reviendra dessus en discussion. Aujourd'hui, la pratique de la traction animale connaît un regain d'intérêt, une phase de germination, pour reprendre les termes de l'anthropologue Bernadette Lisée. Concrètement, dans les fermes, elle est principalement utilisée en viticulture et en maraîchage, avec des équidés, donc des chevaux de trait ou des ânes, plus rarement avec des bovidés. Les opérations culturales principales sont le travail du sol, même si d'autres applications existent. C'est un phénomène qui est affilié au mouvement paysan et alternatif. Alors, la condition paysanne, que l'on peut définir selon les termes de Van der Ploeg, comme une lutte pour l'autonomie et le progrès, dont l'objectif est la création et le développement d'une base de ressources autocontrôlée et autogérée grâce à une interaction entre l'homme et la nature vivante. Concrètement, en France, il y a plusieurs centaines de fermes qui mobilisent cette pratique. Un recensement que j'ai effectué durant ma thèse en a mis en avant 416, mais il y en a sûrement plus. Pour autant, il existe peu de données, malgré ce nombre de fermes et le regain d'intérêt autour de la pratique. Une revue de littérature que j'ai réalisée, qui a notamment donné lieu à une publication au sein du Journal of Rural Studies, a mis en avant le caractère de trou noir de la recherche de la pratique, c'est-à-dire que c'est une pratique marginale qui est peu appréhendée. Ainsi, il y a un réel enjeu à produire des références sur cette pratique et en particulier à comprendre qui sont ses utilisateurs et comment ils la mobilisent. Mais cette réappropriation de l'attraction animale s'insère dans un contexte plus général de transition agroécologique. L'agroécologie qu'on peut définir comme l'intégration de l'écologie à l'ensemble du système alimentaire, englobant les dimensions écologiques, économiques et sociales. On retrouve dans ces trois dimensions les trois piliers du développement durable. Et pour cause, l'un des objectifs de la transition agroécologique est d'augmenter la durabilité des fermes. Alors la durabilité d'une ferme, on peut la définir comme une exploitation agricole viable, vivable, transmissible et reproductible, qui inscrit son développement dans une démarche sociétalement responsable. Et les acteurs de l'attraction animale mettent en avant son caractère durable. En effet, cette pratique permet de diminuer les gaz à effet de serre, d'améliorer les sols, d'avoir une meilleure valorisation économique et de modifier nos rapports au travail.
Ainsi, l'attraction animale semble s'insérer a priori dans l'agroécologie. Tout du moins, ces acteurs et la communauté scientifique qui travaillent dessus revendiquent une certaine forme de durabilité. Pour autant, il n'existe pas d'études globales sur la durabilité des fermes en traction animale. Un deuxième enjeu autour de cette thèse est donc d'objectiver le caractère agroécologique et durable de la pratique. Enfin, ce travail, comme je l'ai déjà dit, s'inscrit dans un partenariat entre une association et la recherche. Cette association, l'Institut national des équidés de travail, avait une demande un peu plus opérationnelle, qui était de comprendre comment permettre à la traction animale de continuer son essor, quels sont les freins qui s'y opposaient et comment les lever. Un troisième enjeu a donc été identifié, qui est d'analyser les conditions du développement de la pratique. Ainsi, à partir de ces trois enjeux que je viens de vous développer, s'est construit la problématique générale de mon travail. La traction animale peut-elle s'inscrire comme une pratique durable et moderne dans une perspective de transition agroécologique forte? De cette problématique, trois sous-questions de recherche, chacune reliée à un enjeu, a été construite. Qui sont les utilisateurs de cette pratique? Comment la mettent-ils en place et quelles sont leurs motivations? La deuxième sous-question, en quoi la traction animale propose des systèmes de production qualifiés de durables? Et enfin, comment qualifier le développement de la pratique et quelle est l'efficacité des actions déployées pour ce développement? On voit ici que nos questions et notre problématique se déploient à différentes échelles spatio-temporelles, allant de la ferme à l'agriculteur, mais également d'un point de vue plus global. Les méthodes et les cadres théoriques choisis doivent donc répondre à ces contraintes. Ainsi, je m'insère au sein de l'agronomie systémique. Cette approche considère les fermes comme des agroécosystèmes complexes où les interactions entre les éléments entraînent des réorganisations dynamiques. Cette approche en particulier permet d'adopter une vision globale sur les fermes et répond donc à la contrainte qu'on vient de se fixer. Plus particulièrement, au sein de l'agronomie systémique, les pratiques agricoles ont été étudiées. Pour reprendre les termes de Compagnon, une pratique agricole peut se définir comme un ensemble d'actions stabilisées et cohérentes, produites dans un environnement donné, adaptées à une situation particulière, mises en œuvre par un collectif d'acteurs en vue d'une certaine finalité. Et ce qui nous intéresse autour des pratiques agricoles, c'est que des cadres d'analyse ont été construits autour. En particulier, le cadre d'analyse de pratique, bien nommé, par Landais et ses collègues dans les années 80. Ce cadre d'analyse permet d'analyser les pratiques autour de trois volets, qui successivement permettent donc d'apercevoir la globalité d'une pratique. Le premier volet est l'opportunité, qui correspond à la recherche sur les déterminants des pratiques. Pourquoi les agriculteurs font-ils cela? Le deuxième volet est la modalité, qui consiste à décrire de façon externe les pratiques. Comment les agriculteurs font-ils? Et le troisième volet est l'efficacité, qui permet d'approcher les effets, les conséquences et les résultats des pratiques. L'ensemble de mon travail de thèse s'est basé sur cette approche générale de l'analyse de pratique, que j'ai amendée avec d'autres disciplines afin d'avoir une analyse plus globale. En effet, mon travail a une visée exploratoire et je présenterai quelques disciplines que j'ai utilisées par la suite. Passons maintenant aux détails plus précis de ce cadre théorique. L'opportunité a été approchée selon trois éléments. Le parcours de l'agriculteur, ses motivations à mettre en place l'attraction animale et ses buts plus généraux. La modalité a été analysée à travers le contexte général de la ferme, les caractéristiques de la pratique et les choix stratégiques de l'agriculteur. Enfin, l'efficacité a été approchée à l'échelle de la ferme en analysant la durabilité de celle-ci. On voit ici les trois volets de l'analyse de pratique, auquel j'ai rajouté un élément, l'environnement, qui est issu des travaux en gestion stratégique, qui correspond à la fois à l'environnement local autour de la ferme et à l'environnement plus global. Cela permet donc de changer d'échelle et d'avoir une échelle plus englobante, mais également de changer de pas de temps, puisqu'on peut approcher les perspectives de la pratique à l'échelle nationale. Et on voit donc ici le troisième enjeu. Aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter tous les résultats de ce travail, mais seulement une partie que je vais détailler maintenant. Donc, dans un premier temps, je présenterai des résultats autour de l'opportunité, en particulier le parcours de l'agriculteur et ses motivations à mettre en place l'attraction animale. Pour ce faire, je me base sur l'entretien comme méthode de référence pour l'obtention de mon matériau. En particulier, au total dans cette thèse, 67 entretiens ont été conduits. Le corpus principal est composé de 33 enquêtes de fermes dans toute la France qui sont représentées ici. 16 fermes en maraîchage, 10 en viticulture, 4 en polyculture élevage et 3 en pépinière arboriculture. La méthode d'entretien choisie a été la méthode du récit de vie pour approcher les opportunités. C'est une méthode qui permet de laisser libre cours à l'enquêté et donc de récolter des données pertinentes pour approcher les parcours et les motivations. Les parcours en particulier ont été approchés à travers les trajectoires, les transitions et les moments de bascule dans la vie de l'enquêté. Les motivations ont été extraites du discours des enquêtés, puis analysées à travers la classification de Gasson qui permet de distinguer les motivations entre elles. Le deuxième résultat que je vais vous présenter aujourd'hui est autour de la modalité, en particulier du contexte général des fermes qui mobilisent la pratique et des caractéristiques de celles-ci. Pour analyser la modalité,
Je me suis basé sur le même corpus de 33 fermes. Ce corpus est très diversifié, tant dans la taille des fermes, dans le type de production, également dans le mode d'utilisation de l'attraction animale. Cela permet donc d'avoir une bonne vision de l'ensemble de l'utilisation de l'attraction animale en France. Pour la modalité, j'ai mobilisé un modèle d'entretien dit semi-directif, en ce sens que les questions étaient prédéfinies, mais les réponses étaient relativement souples. Enfin, pour la dernière partie des résultats, je vous présenterai les résultats autour de la durabilité des fermes en traction animale. Pour analyser la durabilité des fermes en traction animale, je me suis basé sur une méthode de référence qui est la méthode IDEA4, méthode déjà donc existante qui approche la durabilité selon trois dimensions, agroécologique, socio-territoriale et économique. Les principes qui sous-tendent cette méthode promeuvent une transformation forte des systèmes alimentaires et une transformation globale. En ce sens, elle est en accord avec notre vision et notre cadre théorique. Concrètement, j'ai réalisé 14 entretiens, visibles ici, pour évaluer les fermes à l'aide de l'évaluation IDEA. Ces 14 fermes étaient déjà incluses dans le corpus de 33 fermes précédemment citées. Dans les faits, IDEA fonctionne à travers des indicateurs. 53 indicateurs qui viennent alimenter les trois dimensions précédemment citées. Chaque indicateur est noté sur un score. Ce score est ensuite additionné pour donner une note finale sur 100 dans chaque dimension. L'un des points forts de IDEA 4, c'est l'existence d'une base de données nationale. Cela permet donc de comparer notre échantillon à d'autres fermes qui ont été évaluées selon IDEA, et donc de réaliser une analyse par groupe et une comparaison de moyenne. Donc, je présenterai ces résultats sans rentrer dans le détail des groupes, mais en comparant l'ensemble de mon échantillon. Passons maintenant à la présentation de ces résultats. En premier lieu, je présenterai les résultats autour donc, du parcours de l'agriculteur et de ses motivations à mettre en place la traction animale. Les agriculteurs en traction animale sont dans un parcours de reconversion néo-paysanne. En effet, souvent, ce sont des personnes qui sont non issues du milieu agricole et donc qui, après avoir travaillé dans un domaine qui n'est pas en lien avec le milieu agricole, se reconvertissent. Elles éprouvent une perte de sens et cette recherche de sens, elle se fait à travers une installation. Ces personnes ont souvent un idéal paysan et donc l'installation en traction animale permet d'assouvir cet idéal. Et donc, en ce sens, la traction animale peut constituer des moments de bascule pour ces enquêtés. Trois types de parcours ont été identifiés. Les deux principaux, et même le principal, est l'installation jeune en reconversion. Ce sont des personnes qui, après de relativement longues études, exercent un premier métier en lien avec celle-ci, puis expriment une perte de sens et se reconvertissent et s'installent en traction animale. L'installation sur le tard suit le même procédé, sauf que c'est des personnes qui vont travailler plus longtemps avant d'effectuer le phénomène de reconversion. Cela est peut-être plus engageant pour leur vie. Enfin, le cas de figure le moins rencontré et l'installation prévue sont des personnes qui sont formées en agriculture et qui s'installent en effet en agriculture. Tout au long de la présentation de mes résultats, je vais essayer de les rendre plus concrets à travers un exemple d'un de mes enquêtés. Cet enquêté, c'est FM12, qui s'est installé de manière jeune en reconversion. En effet, après des études d'ingénieur et un travail de quelques années à Paris en tant qu'ingénieur informatique, la personne éprouve une perte de sens, qu'elle va rechercher à travers un parcours entre du woofing et certaines formations d'agriculture avant de s'installer en 2020. Mais pourquoi quelqu'un comme FM12 a-t-il mobilisé l'attraction animale? Ce que nous allons voir maintenant à travers les motivations principales pour mobiliser l'attraction animale. Les motivations ont donc été extraites des discours des enquêtés, puis comptabilisées. Ce sont donc des occurrences, et les trois motivations principales ont été la passion pour les équidés, chez 17 enquêtés, les motivations d'ordre politique, chez 14, et les motivations d'ordre d'autonomie. L'autonomie est d'ailleurs un concept central dans l'agriculture paysanne, et on peut la définir comme la capacité à maîtriser ses choix techniques, économiques et financiers, et la possibilité d'exercer cette capacité. On voit donc que l'autonomie est à la fois individuelle et collective, mais aussi symbolique et matérielle. À partir de ces motivations principales, trois profils d'enquêtés ont été mis en avant. Le premier type de profil est l'équicentré, qui vient à l'attraction animale par passion pour les chevaux et par quête d'autonomie. Souvent, c'est un ancien cavalier, ou à minima ancien équitant, et il n'imaginait pas un projet agricole sans la présence d'équidés. Il se forme à l'attraction animale et a un parcours donc dit de reconversion, pour reprendre les trois types de parcours précédemment nommés. Ainsi, DV6 nous dit, il y a une fascination pour l'animal. Le premier pas, c'est le cheval en lui-même. Ce n'est pas un animal comme les autres. C'est le cas de FM12, qui a un profil dit équicentré. En effet, c'est une personne qui est une ancienne équitante et qui s'installe dès le début en traction animale. Elle se forme à travers des formations certifiantes comme le MAT et aussi des formations informelles au cours de son parcours. Elle a donc des motivations équicentrées et de rejet du tracteur. Deuxième type de profil identifié est celui du militant existentiel, qui vient à l'attraction animale pour des motivations d'ordre politique et écologique. L'attraction animale est perçue comme un marqueur identitaire paysan, et il place l'écosystème au centre de sa production. En ce sens, l'attraction
animale est une pratique agroécologique, mais au même titre que d'autres. Souvent, il est formé également à traction animale, mais plutôt de manière informelle. Et il est également dans un type de parcours de reconversion. Ainsi, FPE4 nous dit, on a un rapport qui est beaucoup plus politique quand on travaille au cheval. Je ne vois pas comment on pourrait dire qu'on n'est pas à contre-courant. Enfin, le dernier profil identifié, qui est le moins présent, ce sont les pragmatiques, qui viennent à la traction animale plutôt pour des raisons d'ordre technico-économique, mais également d'écologisation de leur pratique. Ils recourent bien souvent à de la prestation et ont fait de longues études et sont dans un type de profil d'installation souvent prévu. Ainsi, DV3 nous dit, la compaction des sols est un souci, donc on voulait essayer de réduire la compaction avec les chevaux et d'améliorer la précision du travail. Pour résumer sur l'opportunité, on a vu que les agriculteurs en traction animale sont des néo-paysans en reconversion dans une quête de sens. Ils viennent à la pratique pour des motivations d'ordre écologique, politique et équicentré, même s'il y a une hétérogénéité dans ces profils, puisque trois différents ont pu être mis en avant. Passons maintenant à la deuxième partie des résultats sur la modalité, plus particulièrement le contexte général de la ferme et ensuite les caractéristiques de la pratique. Alors, les fermes en traction animale sont en majorité des micros et des petites fermes. On voit ici sur ce graphe de la production brute standard. Alors, la production brute standard, c'est un indicateur de la taille des structures agricoles. En dessous de 100 000 de PBS, on est considéré comme une petite ferme. En dessous de 25 000 comme micro. On voit donc que la grande majorité de notre échantillon s'inscrit dans une taille petite ou micro. Et d'ailleurs, les trois seules fermes qui ne sont pas dans cette configuration sont des domaines viticoles qui sont plutôt tenus par des profils pragmatiques. Par ailleurs, ces fermes sont fortement diversifiées et mobilisent un ensemble de pratiques agroécologiques, ce qui se traduit notamment par une forte certification. Enfin, la commercialisation s'effectue principalement en circuit court, voire même majoritairement en vente directe. On voit donc que ces caractéristiques de circuit court, de taille de structure, de pratiques agroécologiques, des diversifications insèrent et ancrent les fermes en traction animale comme des fermes alternatives et paysannes, ces éléments en étant constitutifs. Passons maintenant à l'analyse des caractéristiques de la pratique. Alors, autour de la traction animale, il y a une forte variabilité. Une variabilité spatiale tout d'abord. Sur les fermes, la traction animale n'est pas utilisée partout, sur toutes les surfaces. On voit ici la part des surfaces des fermes travaillées en traction animale dans mon échantillon. Donc on voit que peu de fermes, au final, utilisent la traction animale sur toute la surface. Une variabilité temporelle également, puisque la traction animale n'est pas utilisée toute l'année, ni même tous les ans. Enfin, une variabilité dans l'hybridation, c'est-à-dire la présence ou non de motorisation. L'hybridation peut se faire sur la même parcelle, donc c'est-à-dire qu'on a certaines opérations qui sont réalisées avec la traction animale, d'autres avec le tracteur, ou sur des parcelles différentes. Sur ce graphe, les fermes qui sont représentées par des triangles sont les fermes sans tracteur. On voit donc que ce n'est pas la majorité. Enfin, il y a une dernière variabilité, c'est la variabilité sur la présence d'animaux. En effet, certaines fermes n'ont pas les animaux sur leur domaine ou sur leur ferme et ont recours à de la prestation de service. Ils font appel à une tierce personne qui va venir travailler les sols à leur place. Ça représente tout de même 60% des domaines viticoles en France. Des domaines viticoles en traction animale, j'entends. Cela constitue donc un collectif de travail interspécifique entre le prestataire, l'animal et le paysan, qui œuvre tout de même pour une écologisation des pratiques agricoles. Et d'ailleurs, cette pratique est en développement croissant. Elle représente en ce sens une force pour l'attraction animale, puisque cela permet à des personnes qui n'ont pas les compétences, pas le temps, pas l'envie de mobiliser l'attraction animale, mais l'envie de manière écologique ou technique, de mobiliser la pratique. En revanche, cela peut également être une faiblesse, puisque souvent, lorsque la situation économique est délicate, c'est bien la prestation qui est arrêtée en premier. Au-delà de ces caractéristiques techniques, l'attraction animale est réellement constitutive d'une identité paysanne sur ces fermes. Elle permet une cohérence dans le projet agroécologique et constitue un acte de coproduction. La coproduction est fondamentale dans l'agriculture paysanne. En effet, c'est le produit du travail du paysan conjugué à celui de la nature. Cette coproduction impose donc des contraintes spatio-temporelles. L'attraction animale impose de faire petit et de ralentir. Mais ces contraintes, elles sont choisies. En effet, cela permet de se rapprocher du vivant. Néanmoins, ce vivant n'est pas considéré comme un animal de compagnie. Ce n'est pas non plus un outil. L'animal de travail est un compagnon de travail, voire de vie dans certains cas. En effet, c'est un marqueur important dans les projets de vie autour des fermes alternatives, voire un marqueur central de ces projets pour les cas des personnes équicentrées. Ainsi, DV9 nous dit, moi je donne tout mon cœur à ces chevaux, c'est au cœur de tout mon projet. Alors, reprenons notre exemple de FM12 pour concrétiser un peu cela. FM12 a un profil de micro-ferme agroécologique. La personne s'est installée directement en bio, mobilise des circuits courts et tout son système est orienté autour des pratiques agroécologiques. Cependant, le cheval est au cœur du projet. En effet,
le projet d'agrandissement avec l'élevage de chevaux qui arrive sur la ferme, la pension de chevaux également, et le début en 2024 d'une formation en attelage mettent donc le cheval au centre de ce projet. La ferme devient donc un support pour matérialiser les aspirations de l'entêté. Un support pour ses aspirations équicentrées, mais également pour ses aspirations politiques, puisque grâce à la ferme, la personne s'insère dans des réseaux comme le GAB ou la Confédération paysanne. Ainsi, on a des profils néo-paysans qui sont poussés par des motivations équicentrées et politiques. Ce sont des fermes alternatives qui s'inscrivent dans une forme d'agroécologie forte. En ce sens, l'attraction animale est un marqueur identitaire de cette agroécologie, un marqueur paysan, et elle permet un acte de coproduction. Passons maintenant à la dernière partie de résultats, autour de l'analyse de la durabilité des fermes. Alors, je vais vous présenter successivement les résultats pour les trois dimensions, donc agroécologique, socio-territoriale et économique. À chaque fois, je vous présenterai le tableau pour chaque dimension. Et donc, ce tableau, c'est le résultat pour les 14 fermes. On voit donc ici FM4 qui a eu 91 sur 100 dans la dimension agroécologique. À chaque fois, il est comparé à son groupe de moyenne IDA4. Ainsi, FM4 est de type micro-ferme maraîchère, il est donc comparé à des micro-fermes maraîchères. C'est pour ça que les résultats diffèrent. Je ne vais pas rentrer donc dans les détails de l'analyse groupe par groupe, je vais pas avoir le temps, mais on va avoir un survol global. Donc, d'un point de vue de la dimension agroécologique, ce qu'on peut voir, c'est que 13 fermes sur 14 ont des meilleurs résultats que la moyenne idéale 4. Les performances des fermes en traction animale sont donc élevées dans cette dimension. Leur revendication d'écologisation, leurs aspirations d'agroécologie est donc effective, elle est réelle. Et d'ailleurs, la pratique de la traction animale influe positivement sur de nombreux aspects sur cette dimension. Elle permet une présence importante de la biodiversité, biodiversité animale, mais également biodiversité de manière générale, avec la présence de prairies permanentes, d'étangs ou de haies. Elle permet la diminution des émissions et des pollutions, et de plus faibles impacts sur la santé. Et de manière globale, ces fermes s'inscrivent dans une forme d'agroécologie forte, et ces très bons résultats traduisent également une mobilisation d'un ensemble d'autres pratiques agroécologiques. D'un point de vue socio-territorial, les fermes sont très performantes. En effet, les 14 fermes évaluées ont des meilleurs scores que la moyenne de leur base de données IDA4. Cela traduit donc la volonté de ces paysans de contribuer au développement d'un modèle de production alimentaire de qualité en lien avec le système alimentaire. Concrètement, il y a un fort engagement vers le développement local qui est identifié dans mon échantillon. Il y a du plaisir au travail qui est mentionné. En revanche, les indicateurs autour de la surcharge et de la pénibilité étaient relativement élevés. Et donc, peut-être que c'est des points d'attention à aller creuser. L'attraction animale, elle, était fréquemment mise en avant pour justifier le fort épanouissement par le travail et dans le projet de vie de manière générale. Ainsi, FM16 nous dit, je ne reviendrai pas en arrière sans traction animale. Je retrouve mes valeurs, je suis heureux quand je suis avec la jument, je reprends du plaisir avec mon métier. Passons maintenant à la dernière dimension, la dimension économique. C'est bien souvent la dimension économique qui est mise en avant pour décrédibiliser les projets des fermes alternatives. Et d'ailleurs, FM4 ne s'y trompe pas. Et elle nous dit, nous, on a quand même une notion de rentabilité. On a envie d'atteindre un SMIC, presque pour prouver à la société capitaliste qu'on peut y arriver en tant que petit producteur en traction animale. Alors, qu'en est-il? Eh bien, la dimension économique est plutôt dans la moyenne. On a même des plutôt bons résultats pour certaines fermes et quelques fermes qui décrochent. La plupart des fermes, hormis deux, d'ailleurs, obtiennent la moyenne ou des résultats supérieurs à la moyenne. En fait, les fermes en traction animale, même si elles ont des plus petits chiffres d'affaires que la moyenne et qu'elles ont certes des temps peut-être d'exploitation par hectare qui sont plus faibles, se rattrapent par un faible taux d'endettement et une forte indépendance de ces structures. Ce sont d'ailleurs des fermes pérennes qui s'inscrivent dans le temps long. Et de fait de la petite taille des exploitations et de leur manière de traction, il y a une forte efficience de leur processus productif. Reprenons l'exemple de FM12. Donc, FM12 a été évalué en 2022, soit 2 ans après son installation. Ce qu'on peut voir, c'est que la dimension la plus faible et qui est donc contraignante, c'est la dimension économique. Mais c'est très souvent le cas pour IDEA4. En revanche, la dimension agroécologique, socio-territoriale et économique, les trois sont supérieurs à la moyenne de la base de données IDEA4. Et il obtient même de très bons résultats en agroécologie et socio-territoriale. Cela traduit donc les différents éléments qu'on a vus autour de la mise en place de pratiques agroécologiques et l'insertion dans des réseaux. Le fait qu'une ferme qui, au bout de 2 ans, ait ces résultats en économique laisse à penser que les fermes en traction animale peuvent en effet être viables même au bout de peu de temps d'installation. Ainsi, nous avons mis en avant que les fermes en traction animale sont, en tout cas, l'échantillon de 14 fermes évaluées est plus durable que la moyenne de la base de données IDEA4. Cette thèse avait trois objectifs principaux. Le premier était de comprendre qui sont les utilisateurs de la pratique et comment ils la mobilisent. Nous avons pu mettre en avant que l'attraction animale est une pratique agroécologique, portée par des néo-paysans et qui s'intègre dans une forme alternative de production,
fondée sur les liens au vivant. Le deuxième objectif était d'objectiver la durabilité des fermes mobilisant la traction animale. Nous venons de le voir, les fermes en traction animale atteignent des objectifs de durabilité élevés. Enfin, le troisième et dernier objectif était d'analyser le potentiel de développement de la pratique à l'échelle nationale. Je n'ai pas mis en avant aujourd'hui ces résultats, mais le travail que nous avons effectué dans cette recherche montre que la traction animale connaît un regain d'intérêt, mais qu'elle est freinée par des tensions internes et une faible reconnaissance. Ainsi, certaines perspectives de recherche peuvent être poursuivies. Le cadre théorique que j'ai mobilisé était pertinent pour réaliser une approche exploratoire et avoir une vision globale. Cependant, il était très, voire trop large. Il ne permettait pas de rentrer en détail dans certains aspects, en particulier autour des évaluations de la durabilité. 14 fermes étaient trop peu pour réaliser une analyse mêlant des comparaisons plus poussées et même l'analyse statistique. Par ailleurs, il me paraît primordial de diffuser la recherche déjà existante. En particulier, de la recherche existe à l'international, mais elle est peu disponible pour les acteurs de l'attraction animale. Opérationnaliser ce genre de travail, par exemple autour des trois profils, peut également permettre aux acteurs para-agricoles de mieux comprendre ce qu'est le phénomène de l'attraction animale et donc de mieux l'accompagner. Enfin, pas enfin encore, la recherche autour de la bientraitance et des mouvements animalistes me paraît également être un axe de recherche extrêmement important. Je ne l'ai pas énormément traité dans mon travail, car ça touche peu pour l'instant les agriculteurs dans leurs fermes, mais c'est quelque chose qui est fortement mis en avant par les acteurs de l'attraction animale au global, en particulier dans les collectivités territoriales, plus exposées à ce genre de critiques. Enfin, un thème de recherche qui me paraît important pour l'ensemble des pratiques agroécologiques est de mieux comprendre des facteurs qui mènent à l'arrêt, soit à l'arrêt des pratiques, soit à l'arrêt des structures. Dans ma recherche, j'ai voulu intégrer 4 fermes qui avaient arrêté l'attraction animale, mais je ne leur ai pas proposé réellement des questions spécifiques sur pourquoi elles avaient arrêté. Et pourtant, je sentais qu'il y avait quelque chose à faire et je pense que de manière générale, pour la compréhension des pratiques agroécologiques, c'est un axe important. Alors, la problématique de mon travail était la suivante. L'attraction animale peut-elle s'inscrire comme une pratique durable et moderne dans une perspective de transition agroécologique forte? Si on a bien suivi, on a à peu près répondu à tout, sauf à la question de la modernité. Pour reprendre sur le contexte, on se demande donc de quelle modernité parle-t-on? Ces acteurs de l'attraction animale se revendiquent modernes et en même temps, ils critiquent la modernisation agro-industrielle. Il y a donc un paradoxe. Au final, ils forment une modernité alternative. En effet, les paysans, de manière générale, ne se contentent pas de proposer des alternatives techniques. Ils remettent en question de manière plus générale le modèle agro-industriel. Au final, ces néo-paysans du XXIe siècle, ils renouvellent nos rapports au vivant. Ils proposent de dépasser les rationalités uniquement productives et s'inscrivent dans des formes d'agriculture que j'ai qualifiées de sympoétiques pour reprendre les travaux et les termes d'Aurélie Javel. Les agriculteurs sympoétiques peuvent être définis comme des formes d'agriculture où des transformations continues s'expriment entre humains et non humains à travers l'activité agricole. Dans le cadre de l'attraction animale, on l'a vu, la gentilité des animaux est totalement incluse dans les processus décisionnels. Par ailleurs, ce travail nous laisse à penser qu'il est important de redéfinir les notions de progrès, d'innovation et de modernité lorsque l'on parle d'agriculture alternative. En effet, celle-ci ne s'oppose pas nécessairement à ces notions. Les notions de progrès, d'innovation et de modernité étaient retrouvées dans les mots de mes enquêtés. Elles en proposent des redéfinitions, des modernités de type alternative, des modernités vivantes, des innovations que j'ai qualifiées dans mon travail de rétro-innovation, en ce sens qu'elles empruntent des éléments du passé pour se les réapproprier dans des enjeux contemporains. Enfin, ces résultats un peu globaux ne doivent pas non plus gommer le fait qu'il y a une hétérogénéité présente dans l'échantillon et que sur les 33 fermes enquêtées, toutes les fermes n'étaient pas dans une modalité de modernité alternative, ne s'inscrivaient pas nécessairement dans des formes de paysannerie. Et il est donc important de mettre en avant également ces autres modèles de traction animale. Au final, il est primordial, en tout cas il semble primordial pour le XXIe siècle et l'agriculture d'opérer des transitions. Transition agroécologique, transition énergétique. Si on considère que le modèle agro-industriel ne répondra pas et n'arrivera pas à dépasser les écueils dont il est lui-même responsable pour réaliser ces transitions, alors l'attraction animale se pose comme une solution moderne. Les agriculteurs en traction animale, en ce sens, préparent l'avenir face, par exemple, à de potentielles crises énergétiques futures ou d'autres enjeux agroécologiques. Pour conclure, les paysans en traction animale portent un projet contestataire du modèle agro-industriel. Leur pratique s'inscrit dans une logique de rétro-innovation et ils participent à une reconfiguration du système alimentaire,
dans une perspective d'agroécologie forte, qui leur permet d'atteindre des performances de durabilité élevées. Ils proposent un changement profond de notre rapport au vivant, fondement d'une modernité alternative. C'est une forme de basculement ontologique par rapport à la rationalité productive. Alors bien sûr, le propos de mon travail n'est pas de dire qu'il faut mobiliser l'attraction animale partout. De toute manière, ce n'est pas la dynamique globale que l'agriculture prend. Mais je pense qu'il est important de cultiver et de soutenir ces alternatives pour montrer qu'il existe d'autres systèmes de production. Au final, les paysans en traction animale opèrent un détour par le passé pour préparer l'avenir. Et je vous remercie de votre attention.